Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors nous avons vu que les solutions mathématiques pour les représentations montrent qu'il peut y avoir des objets ou des particules de spin 0, 1,5, 1, 3,5, 2, etc. Et on a vu que la représentation des particules scalaires, c'est-à-dire de spin 0, était donnée par un simple nombre en chaque point. Parce que c'est prime de x, alors un simple nombre 1 constant ou une matrice d'un seul nombre, ça revient au même, psi r-1 de x où r est la rotation. Et on a vu également comment se représente une particule vectorielle, c'est-à-dire de spin 1, et qu'elle est donnée par un vecteur en chaque point, c'est-à-dire trois nombres, les trois composantes selon trois directions, trois axes, dans l'espace, les trois directions de l'espace. Et donc, prend une forme d'une rotation, c'est prime de x égale psi r-1 de x, et une matrice qui dépend de r, 3 fois 3. Et psi est lui-même un ensemble de trois nombres. Mais qu'en est-il du cas du spin 1,5 ? Il se situe quelque part entre les deux. Dans ce cas-là, la transformation, C' de x est égale cette fois-ci à une matrice 2 fois 2, qui dépend de r, psi r-1 de x. Et donc, psi doit être une grandeur avec deux composantes. Quelle drôle de bête! Ce n'est pas des composantes géométriques, il y a trois directions dans l'espace ordinaire. Donc c'est quelque chose entre le point, un scalaire, et la flèche, le vecteur. Plutôt étrange. Le fait est qu'il n'y a pas d'équivalent classique au spin 1,5, donc dans la physique du quotidien. Où on ne rencontre que l'équivalent classique des cas de spin entier. Par exemple, les ondes scalaires, spin 0, comme le son, le cas d'ondes vectorielles, comme les ondes résultant d'un champ de vitesse, ou les ondes électromagnétiques, cas spin 1. On trouve même aussi le cas de équivalent à un spin égal à 2. Par exemple, les propriétés du champ gravitationnel montrent qu'il a des propriétés sous les rotations qui sont équivalent classique, du spin 2. Et il se représente comme une grandeur qui dépend de deux directions, de toutes les paires de directions. Comme on a trois directions pour un vecteur, là on prend toutes les paires, toutes les combinaisons, et cela donne 9 composantes. En fait, un peu plus parce qu'on est en relativité et qu'on doit parler de l'espace-temps, mais peu importe ici. De même, pour un champ de contrainte mécanique, donc un matériau que l'on déforme, par exemple, ou sur lequel on exerce des forces, dans un matériau où en chaque point, sur chaque surface, sur chaque plan, on a une pression qui est perpendiculaire à la surface et une contrainte de cisaillement qui tend à faire glisser les surfaces qui sont parallèles à la surface, un peu comme une paire de vecteurs pour chaque orientation. Mais les spins demi-entiers ne se rencontrent pas en physique classique, même l'équivalent classique n'existe pas. Pourtant, les solutions mathématiques sont très claires. Quand on regarde toutes les représentations possibles, c'est-à-dire tous les effets possibles des rotations, il existe des solutions de spin 1,5, 3,5, etc. Alors d'abord, d'où est-ce que ça vient ? Pourquoi est-ce qu'on a ces solutions-là ? Pour ça, alors, étant donné qu'on n'a pas vu le détail mathématique de la déduction des différentes représentations, je ne peux pas le démontrer mathématiquement, mais je peux dire d'où ça vient. Il faut pour cela revenir au groupe de recouvrement, le groupe SU2.
qui est le groupe de recouvrement de O3, rappelons-nous, avec les groupes simplement connexes. On montre, assez facilement, en théorie des groupes, que leur algèbre doit être la même, c'est la même algèbre. Or, nous avons fait des déductions sur les algèbres. Et donc, en étudiant, en recherchant toutes les représentations de l'algèbre, on détermine tous les effets de SU2, qui englobent O3, qui englobent les rotations. Et donc, les effets des rotations, mais aussi des inversions, comme l'image dans un miroir. Et le spin demi-entier vient d'un comportement non trivial sous l'effet de ces inversions. En fait, pour les inversions, la fonction d'onde change de signe. Si elle est positive, elle devient négative, et inversement. On en reparlera dans pas très longtemps. On pourrait donc penser que c'est peut-être un artefact mathématique et que seules les rotations de O3 doivent être prises en compte. Et donc, on devrait éliminer certaines des solutions, comme les spins demi-entiers. Ce n'est pas parce que on a une solution mathématique possible qu'elle se manifeste physiquement. On doit le vérifier et étudier le lien avec la physique. Et d'ailleurs, au niveau classique, au quotidien, effectivement, il n'y a pas de spin demi-entier. Mais malheureusement, on ne peut pas les éliminer, parce que l'expérience contredit cette idée. L'expérience de Stern et Gerlach dont nous avons parlé, et d'autres expériences et propriétés, nous reviendrons sur certaines propriétés des spins demi-entiers, montrent l'existence de particules de spin 1,5, comme l'électron, qui donne 2 points d'impact à la sortie de l'appareil de Stern et Gerlach. On trouve d'ailleurs d'autres particules de spin 1,5, le proton, particule qui appartient au noyau de charge électrique positive, le neutron, aussi une particule du noyau, et beaucoup d'autres particules, et aussi des atomes, qui possèdent aussi un spin. Par exemple, l'atome d'hélium 3. Alors qu'est-ce que c'est l'hélium 3 ? C'est un isotope léger de l'hélium 4 ordinaire. On les appelle comme ça parce que le noyau de l'hélium 4 ordinaire contient 2 protons et 2 neutrons. Et l'hélium 3 contient un neutron de moins, donc 2 protons et un neutron. Et on vérifie, aussi bien par le calcul à partir des protons et neutrons que par une expérience de type Stern et Gerlach, que l'hélium 3 est bien un atome de spin 1,5. Et on trouve même aussi des particules de spin 3,5, 5,5, etc. Alors, quelle est la représentation d'un objet de cette sorte? Alors, un objet de spin 1,5. On a vu les scalaires, simple nombre, les vecteurs, 3 composantes. Mais ce sont ce que les mathématiciens appellent des spineurs. Ce sont donc des objets à 2 composantes, 2 nombres en chaque point. Alors ça ne correspond pas à des directions géométriques, c'est un peu plus abstrait, et les propriétés mathématiques des spineurs sont claires et précises. Mathématiques, c'est des objets mathématiques très bien décrits. Et dans une rotation, les transformations se font un peu comme on avait fait les déductions avec Stern et Gerlach. On avait pris le spin 1 comme exemple, mais le spin 1,5 se fait exactement de la même manière. Et on peut trouver les transformations ainsi des spineurs. C'est tout à fait simple, bon, un peu trop élaboré au niveau mathématique, un peu trop abstrait pour nous ici. Et d'ailleurs, nous n'aurons pas besoin ici de ces détails mathématiques. Et donc, je le cite pour mémoire. Si vous entendez le mot spinner, c'est un spin demi-entier, généralement un spin 1,5. Voilà, et nous continuerons à étudier
le spin à demi dans la prochaine vidéo et nous en verrons certaines propriétés tout à fait particulières. Je vous remercie.